Bonjour Christine, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui. Nous allons parler de toi, de ton parcours, de ta transition, de ton histoire de transition pour que cela puisse inspirer d'autres personnes comme ça m'a inspiré moi. Donc pour rappel, mais je te laisserai te présenter. Tu es le cofondateur de Wanted Community, qui est la communauté solidaire de Facebook la plus grande de France et d'Europe. Et donc, tu vas me dire comment tu as transitionné parce que tu n'as pas toujours fait ça. Tu avais un métier avant. Donc, je te laisse la parole pour te présenter et nous raconter ton histoire de transition. Salut Ariane, très content de faire ce podcast avec toi. Comment j'ai fait ma transition? Ça a été un long processus. En fait, moi, j'étais avocat dans un cabinet d'affaires qui s'appelle Ernst Young. Donc, j'ai travaillé pendant entre 5 ans et demi et 6 ans à la Défense, dans la Tour First. Et j'étais chargé de faire de la fiscalité des particuliers à l'international. Donc, je gérais à la fois les impatriés et les expatriés et OK, leur situation fiscale. Donc, je d'accord. faisais pas vraiment de l'optimisation. Je faisais plus, on va dire, je m'assurais que tout était légal et qu'ils déclaraient bien dans les bons pays et les bons montants en impôts. Parce que souvent, c'était des gens avec des hauts profils, ils étaient déjà conseillés sur de l'optimisation. Et nous, en Mhm. fait, on arrivait un peu en bout de chaîne voilà, pour être sûr que tout était bien fait et qu'ils profitaient bien de tous les mécanismes dont ils pouvaient profiter et surtout qu'ils n'étaient pas, on va dire, en situation irrégulière au niveau des impôts. D'accord. Donc ça, c'était le travail que j'ai fait pendant 5 ans et demi, 6 ans, qui était un travail qui m'intéressait au début. Je trouvais que c'était très challengeant. J'ai appris plein de choses parce que c'est une spécialité qui ne s'apprend pas à la fac et dans les études. Donc, j'ai eu un côté découverte au début qui était super intéressant. Il y avait le côté aussi Big Four qui était. Moi, je venais de Bordeaux, donc d'une petite ville de province. Personne dans Pas ma trop famille petite quand avait. même. Oui, pas comparé à Paris. Et voilà, personne dans ma famille avait fait ce genre de métier, on va dire de cadre supérieur. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a un gap entre ma vie personnelle et ce que j'avais connu autour de moi. Ma mère est vendeuse, par exemple, dans une boutique. Et tout de suite, ce monde des Big Four, où ça peut paraître anecdotique, mais tout le monde est en costume, souvent des costumes de qualité. On est dans un beau cadre de travail. On avait vu sur la Tour Eiffel. Voilà, tout de suite, c'est vrai qu'au début, ce saut un peu dans l'inconnu et l'arrivée dans ce nouveau monde avec des gens que je côtoyais et qui pour moi étaient importants et qui sont importants, hein, qui avaient une certaine stature. Un associé de chez Ernst Young, c'est quand même quelqu'un qui en impose de par sa carrière et puis de par sa personnalité, hein, parce que pour réussir dans ce genre de cabinet, il faut du caractère et pas que des compétences. Donc voilà, tout ça m'intéressait beaucoup au début. Je trouvais ça euh, c'était un vrai défi quoi, pour moi de m'adapter, de réussir dans ce milieu. Donc, j'étais pas dans l'excellence. Disons que j'étais un bon élément, pour dire les choses honnêtement. Mais voilà, j'ai réussi à continuer ma carrière, à progresser. Et au fur et à mesure de cette carrière, il y a eu plein d'événements dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, aussi dans la vie publique hein, de tous les Français, comme les attentats, ce genre de choses. Et qui, petit à petit, ont commencé à cheminer en moi. Et surtout, le jour où j'ai commencé ma carrière d'avocat chez Ernst Young, c'est aussi le jour où on a créé Wanted, mais qui était un projet, on va dire, un side project, quoi. C'était vraiment un truc entre potes qu'on faisait pour se marrer. En plus, moi, au début, j'étais pas spécialement super engagé, c'est-à-dire que j'étais dans le projet et j'y participais, mais j'avais pas une force de production, je travaillais pas dessus. Disons que je l'accompagnais, je le suivais. Et en fait, on va dire que tout ça entremêlé, c'est-à-dire l'évolution de ma carrière, le fait que ma carrière devenait de plus en plus compliquée, ça demandait beaucoup de temps, beaucoup de pression, puisque à la fin de ces 5-6 ans, je gérais des personnes avec des rémunérations qui pouvaient dépasser les millions d'euros. Donc, on avait une pression financière et voilà, les conséquences d'une erreur étaient très, très compliquées à supporter. Donc voilà, l'excellence que demandait mon travail sur quelque chose qui, au final, me passionnait pas énormément parce que voilà,
le droit était plus une vocation par défaut, on va dire une vocation d'opportunité plutôt qu'une vocation par passion. Donc voilà, mon travail évoluant, la matière ne me passionnant pas et comme je disais, voilà aussi mes perspectives personnelles, c'est-à-dire que je travaillais énormément, je travaillais des fois le week-end, je travaillais le soir très tard. Donc ma vie personnelle était très réduite. Donc ça me posait aussi problème. Tout ce qui s'est passé dans l'univers public avec voilà, les attentats qui, je pense, font réfléchir tout le monde hein, sur le sens de sa vie. Voilà, enfin, voilà, je vais un peu loin dans les clichés, mais si ça s'arrête demain, est-ce que ma vie, c'est travailler 14 heures par jour dans le bureau pour quelque chose en fait, donc au final, je m'en fiche, quoi. C'est-à-dire que Monsieur Duchemin, il ait sa déclaration d'impôt qui soit bien faite. Moi, ça m'apporte rien à part une rémunération. Donc, il y avait tout ce cheminement. Et Wanted, à côté de ça, qui était à la base, tout simplement, Luc Jobert et Jérémy Ballarin et moi-même, on avait créé un groupe Facebook. C'est surtout Luc qui l'avait créé et qui l'entretenait. C'était un groupe d'échange de bons plans. Donc, à la base, c'était surtout pour que les gens de notre réseau puissent trouver des appartements, des colocations, des plans de job, des soirées pour sortir, des adresses de bons restaurants, et puis puissent aussi se rencontrer, s'aider sur des déménagements, ce genre de choses. Donc à la base, on avait vraiment créé un groupe Facebook. C'est juste que à l'époque, personne ne le faisait. C'était un outil qui était très peu utilisé sur Facebook. Et c'était vraiment destiné à nous et notre réseau proche. Et en fait, ben, les amis de nos amis ont commencé à se rajouter. Et ensuite, il y a eu les amis des amis de nos amis, et ainsi de suite. Ça a commencé à grossir. Et en fait, il y a eu de nouvelles interactions, c'est-à-dire que les gens ont commencé à se rencontrer, à se faire de nouveaux amis sur la communauté. Il y a des gens qui sont arrivés avec de nouvelles idées, comme un peu plus tournées vers l'entraide, vers la solidarité, où ils racontaient l'histoire de personnes qui étaient à la rue, ils essayaient de les aider, de mobiliser les gens de la communauté pour aller les aider. Donc en fait, j'avais ce parcours professionnel qui était, on va dire, très business, on va dire une CSP vraiment plus, où je me rappelle plus, mais je sais plus si c'est moi, mais en tout cas, voilà, les gens qui étaient juste au-dessus de moi et faisaient partie des 3% des Français les plus chers, les mieux payés en France. Voilà, j'étais vraiment dans un cadre professionnel avec des gens qui gagnaient très bien leur vie, qui avaient des considérations de carrière et des considérations financières. Et j'avais ce truc-là à côté où c'était complètement l'inverse. On faisait ça de manière bénévole. On ne gagnait pas un centime. Et en fait, la récompense qu'on avait derrière, c'était l'humain. C'était les rencontres, les gens. Au début, c'était nos amis qui nous disaient c'est génial, j'ai trouvé un appartement grâce à vous, enfin ce genre de choses. Et donc ces deux mondes sont venus un peu se confronter. Et, euh, et à force d'être sur Wanted et à force de s'en occuper avec Jérémy et Luc, on a commencé à rencontrer des gens qui étaient sur notre communauté. Et du coup, on a commencé à voir vraiment les belles histoires qui s'y passaient. Donc, il y a eu des histoires voilà, vraiment dingues, hein, où il y a des gens qui ont été sortis de la rue et qui ont trouvé un logement et un appartement en 15 jours, quoi. Et en fait, ce truc-là, nous, on se disait, putain, en gros, nous, on avait créé un espace qui s'appelait Wanted Community Paris à l'époque. Et on modérait cet espace. C'est-à-dire qu'on faisait en sorte que les gens communiquaient bien entre eux, qu'il n'y ait pas d'arnaque, qu'il n'y ait pas de propos racistes, pas de propos homophobes. Mais on n'était pas vraiment les éléments déclencheurs de la solidarité. C'est-à-dire que c'est les gens eux-mêmes qui ont commencé à s'entraider. Et donc, moi, je n'étais pas spécialement sensibilisé à ça. Mais en fait, en rencontrant ces gens et en voyant comment, en fait, cette communauté avait réussi à aider certaines personnes, et des fois, ça peut être quelque chose de vraiment très anecdotique, hein, mais je pense que ça nous est tous arrivé en bon parisien d'oublier les clés de notre appartement chez nous et de claquer la porte. Ben, nous, par exemple, sur la communauté, on avait un serrurier. Il venait et pour 50 euros, il ouvrait la porte avec une radio, et donc il ne surfacturait pas, ce que certaines personnes du métier peuvent potentiellement faire. Et même si tout le monde est honnête, mais voilà, des fois, il y a quelques personnes qui avaient eu des mauvaises expériences. En tout cas, lui, il aidait vachement les gens. Et donc ça, c'est quelque chose de très quotidien qui peut paraître anecdotique, mais en fait, il y a plein de gens qui nous remerciaient parce que ce mec, il venait les aider le samedi, le dimanche. Et après, voilà, nous, on a commencé à rencontrer vraiment des gens qui allaient aider des personnes dans la rue, des personnes qui étaient en grande précarité. Et ça, en fait, moi, ça, c'est clairement venu me percuter, quoi. C'est-à-dire que un des éléments déclencheurs, c'est quand j'ai été faire une maraude avec des gens de la communauté et que j'ai croisé la route de personnes qui étaient à la rue, et que les gens qui étaient organisés via notre communauté, qui recrutaient des bénévoles via notre communauté, leur apportaient à la fois un soutien alimentaire, puisqu'ils leur amenaient à manger, mais j'ai pu me rendre compte qu'ils avaient créé de vraies relations avec eux,
que ça rigolait et que pendant l'espace de 10, 15, 20, 30 minutes, ça leur changeait les idées, qu'ils étaient contents de parler à des gens. En fait, ça m'a vachement marqué parce que moi, dans mon travail, on communiquait, mais c'était pas, disons que c'était pas aligné, quoi. On faisait pas la même chose. Et voilà, et donc c'est toute cette réflexion. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à regarder des vidéos aussi sur des gens qui, tu vois, changeaient de parcours. Donc, c'est grâce à des gens comme toi. Et il y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué. C'était une humoriste qui s'appelle Marina Rollman, qui maintenant est très connue, mais qui à l'époque était pas du tout connue et qui avait fait un TEDx. Et en fait, elle avait expliqué le parcours d'un salarié qui n'était pas heureux. Et je me suis complètement reconnu là-dedans. Et en fait, elle disait, le lundi matin, quand elle arrivait au travail, elle se rêvait la pause de midi. Après-midi, elle se rêvait le départ, le soir. Et après, elle disait, le lundi matin, je me rêvais aussi le week-end. Quand le week-end était terminé, je me rêvais les vacances. Et quand les vacances étaient terminées, en gros, j'avais plus envie de travailler. Et donc, en fait, elle disait, à son âge, je ne sais plus quel âge elle avait, 30 ans, peut-être un peu moins, elle disait, j'avais déjà envie que ma carrière professionnelle soit morte et j'avais déjà envie d'être à la retraite. Et en fait, moi, j'étais bourré d'histoires comme ça. C'est-à-dire que je revenais de vacances, je dis n'importe quoi, au mois de septembre. J'étais déjà en train de me demander quand est-ce qu'étaient mes prochains jours de congé. Et en fait, je me suis dit, OK, en fait, ça veut dire que tout ce que je fais pendant la journée, les 12, 13 heures de travail que je fais pendant la journée, en fait, ne m'apporte rien personnellement. Et donc ça m'a amené à beaucoup réfléchir. Et après, j'avais une problématique, c'était qu'est-ce que je dois faire si je ne fais plus ça? Parce que moi, j'avais pas spécialement envie de partir dans un autre cabinet d'avocat. Je me disais pas que l'herbe était plus verte ailleurs. J'avais l'impression que c'était j'avais un problème d'identification dans mon métier qui était plus structurel que conjoncturel. J'attribuais pas cette faute à mon cabinet. Mais du coup, que faire? Et que faire à cette époque-là, je gagnais bien ma vie. Que faire quand tu gagnes bien ta vie? Pour sortir de ce confort, ça implique énormément de choses. Ça implique déjà d'accepter que le regard des autres soit différent sur toi, puisque si je m'orientais pas vers une carrière d'avocat, ça veut dire que je perdais mon statut d'avocat, de manière officielle, mais je perdais aussi la reconnaissance que certaines personnes autour de moi pouvaient avoir sur mon parcours, notamment mes parents, mais même mes amis proches. Ça veut dire aussi que tu perds en qualité de vie, on va dire, en termes de pouvoir d'achat. Voilà, ça voulait dire plein de choses et ça voulait dire aussi faire quelque chose qui est très compliqué, c'est-à-dire prendre un risque. Et à cette époque-là, c'était tout sauf un risque mesuré. J'avais aucune idée de ça, enfin, je savais pas du tout si mon choix allait être un choix gagnant. Donc ça m'a pris beaucoup de temps avant de me décider, beaucoup de temps avant d'accepter ce risque. J'avais une question, très factuelle, mais à l'époque, tu payais tes impôts tu payais tes impôts de l'année en cours, l'année d'après. Et donc, il y avait une question qui était très simple pour moi, c'est si en fait j'arrête de travailler et que les impôts me demandent l'année d'après de payer les impôts qui sont relatifs à mon année d'activité en ce moment, j'aurais pas la trésorerie pour le faire parce que je n'étais pas de nature à mettre de côté. Et donc, il y a eu tout un process aussi où pendant un an, en fait, j'ai économisé pour être sûr d'avoir suffisamment d'argent pour payer mes impôts. Enfin, voilà, il y avait plein, c'est anecdotique, mais il y avait plein de petites choses à mettre en place. Et puis finalement, un jour, j'ai décidé, on commençait à se voir un peu plus avec Jérémy et Luc, à travailler sur notre projet, à voir comment on pouvait un peu plus aider les gens. La communauté n'a cessé de grandir. Les membres ont continué à faire des actions incroyables. Et donc, à un moment, j'ai fait quelque chose que je ne pensais pas que j'étais capable de faire, c'est que j'ai tout quitté en me disant, je vais me mettre au chômage. Le chômage va me permettre de réfléchir sur le projet pendant 2 ans et de construire mon projet. Et je me suis dit, voilà, au bout des 2 ans, je ferai un bilan. Ça a marché, tant mieux. Ça n'a pas marché. C'est pas très grave. Je pourrais faire autre chose. Et quand tu dis te mettre au chômage, c'est parce que tu as négocié une rupture conventionnelle avec Ernst Young ou pas du tout? Ou comment tu as procédé? Ernst Young n'aime pas les ruptures conventionnelles. C'est quelque chose qu'ils ne font pas. Euh, En gros, quand tu travailles dans un Big Four, c'est assez simple. C'est soit tu travailles pas bien et dans ce cas-là, on te le fait comprendre et donc on t'invite à aller voir ailleurs. Ce qui n'était pas mon cas. C'est-à-dire que j'étais pas dans l'excellence, mais j'étais quand même un élément qui était satisfaisant. Donc ils avaient aucun intérêt de se séparer de moi.
soit tu travailles bien et dans ce cas-là, ce que font la majorité des gens dans ces cabinets, en fait, il faut savoir que quand tu travailles dans ce genre de cabinet, tu es chassé par des chasseurs de tête à longueur de temps pour d'autres opportunités, d'autres cabinets d'avocats ou même travailler en entreprise. Donc la plupart des gens, en fait, démissionnaient et partaient dans une autre entreprise. Voilà. Il y a très peu de reconversions. Moi, sur la fin, quand je suis parti, j'ai quelques amis qui ont fait des reconversions comme moi. Ça a été aussi un élément déclencheur. J'ai vu un de mes amis très proches qui s'appelle Alban, qui a complètement changé de vie et qui était d'ailleurs beaucoup plus heureux. Et je savais en fait qu'il n'était pas heureux parce qu'il avait quitté, on va dire, Ernst Young. Il était heureux parce que je pense qu'il avait trouvé sa voie professionnelle. Et ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé. Et donc, ouais, Ernst Young ne fait pas de rupture conventionnelle. Disons que voilà, on a échangé, on a discuté, j'ai réussi à trouver une solution que je vais garder pour moi pour le coup. Mais a priori, voilà, c'est pas quelque chose qu'ils font. Quand tu as envie de partir, ils te demandent de démissionner parce que si tu veux partir, c'est que c'est ton envie personnelle. Et quand eux, ils ont envie que toi, tu partes, généralement, voilà, il y a une procédure qui est faite pour ça et, euh, et ils le font de leur côté. Ok, très bien. Donc, tu disais, tu as décidé de te mettre au chômage. Dans ta réflexion, tu t'es dit, je me mets au chômage, je mûris le projet Wanted pendant 2 ans et je vois ce que je veux faire. Donc, tu en étais là quand je t'ai écouté. Exactement. Donc au début, donc ça a impliqué plein de choses, hein. J'ai dû annoncer ça à mes parents. J'ai dû déménager parce que l'appartement dans lequel je vivais à Paris était trop cher. Pour des raisons aussi financières, je suis retourné à Bordeaux. Je me suis rapproché de ma famille en me disant que si jamais j'avais un coup dur, c'était plus simple d'être proche de sa famille dans ces moments-là. Enfin, c'est quelque chose d'idiot, mais enfin voilà, quand je suis rentré, ma mère continuait à m'amener des petites courses. Enfin voilà, elle a retrouvé un peu son fils. Et donc voilà, j'ai eu un peu le soutien de ma mère, qui était important. C'était aussi important de me rapprocher des miens, de quitter Paris aussi parce que quand on est à Paris, qu'on travaille 12-13 heures par jour, qu'on a une vie professionnelle très riche, passer du tout au tout, c'est-à-dire j'arrête et je lance mon projet et se retrouver chez soi avec son ordinateur et pas forcément savoir par où commencer, mais tu restes dans la vie parisienne qui est très rythmée, qui est très riche, ou quand tu es dans le métro, tu croises des gens qui vont bosser et tout. J'avais un peu peur de déprimer, c'est-à-dire de me dire, voilà, en fait, de rester au même endroit, mais pas avec la même condition, ça me faisait peur. Alors qu'il y avait un côté, je rentre à Bordeaux, c'est le sud, je vais travailler. Si jamais il y a des moments où ça va pas, ben, j'irai à la plage. Il y avait un petit côté quand même retraite, genre voilà, je vais changer d'univers pour être mieux dans ma tête. Ça, c'était intéressant. Ben, financièrement aussi, voilà, hein, louer un appart, ça va me coûtait moins cher là-bas. Et, euh, et je dis tout ça d'autant plus facilement que comme j'avais une rémunération confortable, j'ai quand même eu un chômage très confortable. Mais c'est voilà, c'est la différence entre ce que j'avais avant et ce que j'ai eu après euh, que j'ai dû anticiper. Euh, et donc là, j'arrive à Bordeaux avec mes trois copains, enfin mes deux copains. Et puis là, c'est la feuille blanche, quoi, parce qu'on se dit, OK, allez, on est parti. On a une communauté d'entraide qui est gigantesque, et sauf qu'on n'a aucune idée de ce qu'on va faire avec. Nous, ce qu'on se disait, c'était au tout début, il faut absolument conserver on va dire, cet ADN que sont l'entraide et la solidarité. Et on s'est dit aussi, mais il va falloir qu'on gagne de l'argent parce que la communauté, en fait, grossissait tellement que maintenant, il fallait qu'on s'en occupe beaucoup plus. Et s'en occuper beaucoup plus, ça voulait dire avoir plus de bénévoles. Donc, ça veut dire aussi les gérer. Mais donc, du coup, si tu gères plus de bénévoles, tu n'as pas le temps pour développer ton projet. On n'avait aussi pas une idée précise, c'est-à-dire que on avait une communauté sur l'entraide, je vais le dire tout simplement, on n'avait pas un produit ou on n'avait pas un service. Donc, c'était très compliqué pour nous de trouver un business model. Et en plus, à l'époque, aujourd'hui, voilà, il y a plein d'influenceurs, mais nous, on n'est pas des influenceurs et à l'époque, on l'était encore moins, puisque nous, en fait, notre force, c'était notre communauté. Mais notre communauté, elle n'était pas là parce que moi, Christian Delaché, j'avais créé le groupe Facebook. Elle était là parce que ce groupe était utile pour elle. Je pense que ce groupe était gratuit et que elle y trouvait un intérêt et ça lui permettait de créer du lien avec des gens et de s'entraider. Donc en fait, que le groupe soit géré par Christian, par Bernard, par Paul, peu importe en fait.
ils étaient là parce ils utilisaient quelque chose qui était pratique. Sauf que cette chose qui était pratique était gratuite et nous, on ne voulait pas la faire payer et on ne voulait pas faire rentrer de publicité parce qu'on voulait absolument que notre communauté soit à l'abri et on voulait rester, on voulait qu'elle soit, enfin voilà, qu'il y ait aucune contamination de l'espace extérieur. On ne voulait pas faire rentrer du business. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, on a planché sur un modèle économique. On a aussi planché sur la finalité de notre communauté. Qu'est-ce qu'elle faisait en finale? Et on a eu plein de mauvaises idées. Mais alors, quand je dis des mauvaises idées, on a eu des trucs, mais on a été les spécialistes de bosser des semaines entières sur des trucs qui n'avaient ni queue ni tête. Au début, on a bossé sur des choses qui n'étaient pas en lien avec nos valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est quand même dit, on a beaucoup de monde sur notre communauté. Je pense qu'à l'époque, on devait avoir 400 000 personnes, quelque chose comme ça. On s'est dit, on a beaucoup de monde sur notre communauté. Donc, on a commencé à réfléchir à l'argent. Puis, on se voyait que ça ne collait pas à nos valeurs. Après, on a réfléchi sur des trucs complètement solidaires. Et en fait, quand on se disait, mais comment on le met en place, on n'avait pas d'argent. Ensuite, on a réfléchi à des trucs complètement techniques, ou alors il fallait des ingénieurs, des développeurs, impossible pour nous. Et on a aussi réfléchi à des solutions avec des marques, mais sauf que voilà, personne ne nous connaissait. Enfin, c'était très compliqué. Et je pense que l'idée la plus grotesque qu'on ait eue à un moment, c'est on s'est dit on va faire des t-shirts. Je suis assez à l'aise pour le dire parce que je pense que c'est venu de moi en plus. On s'est dit on va faire des t-shirts wanted, quoi. Et on s'est dit, les gens dans la rue, dans le métro, ils vont se reconnaître. Parce qu'en fait, il y avait une demande, les gens voulaient beaucoup se croiser, ils avaient envie de se rencontrer dans la rue. Il y en avait plein qui allaient dans les bars pour se rencontrer, tout ça. Et tous ceux qui montaient des actions comme distribuer des repas aux sans-abri et tout, ils avaient envie qu'on les identifie comme étant wanted. Donc on s'est dit, OK, on va faire des t-shirts et tout ça. Sauf qu'on n'avait pas d'argent, donc on n'a pas eu de designer, on a fait ça nous-mêmes, on a fait produire ça par des potes. Ça a été une catastrophe sans nom parce que les t-shirts, ils arrivaient avec 2 mois de retard. Bref, un fiasco. Et ça a duré 1 an. Ça a duré 1 an. La seule chose bien qu'on ait faite pendant cette année, c'est que comme on était idiots, mais pas trop non plus, on s'était rendu compte que ce qui faisait la force de notre projet, c'était notre communauté. Donc, on a aussi passé énormément de temps à structurer notre communauté, à être sûr que les valeurs qu'on voulait y transmettre y paraissent. Et donc, en fait, à l'époque, je ne me rappelle plus exactement, mais on avait un groupe à Paris, un groupe à Bordeaux. Et on a commencé à créer une constellation de communautés. Donc maintenant, aujourd'hui, on a 86 groupes. C'est des groupes locaux, donc Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Toulouse. On a commencé à former des gens qui étaient des utilisateurs très actifs de la communauté. On a commencé à les former sur de la modération. Donc, on a commencé à responsabiliser des gens de notre communauté pour qu'ils gèrent les espaces digitaux sur lesquels on était. Et la communauté n'a cessé de croître. Donc là, maintenant, on est à 1 million de personnes. On est, je crois, même à 1 100 000. Et en fait, on a eu une croissance. À un moment, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 10 000 nouveaux membres à peu près par mois. Mais il y avait une époque quand on faisait des 40 000, 50 000 nouveaux membres par mois, sans publicité. Et maintenant, on le sait, il y a des start-upers, juste avec une communauté de 10 000 personnes et un bon produit, ils lèvent des millions d'euros. Et nous, on n'avait pas de produit. Mais par contre, on s'était rendu compte que dès qu'on parlait, il y a 2 choses qui retenaient l'attention des gens. C'était quand on disait le chiffre, c'est-à-dire combien on était. Et la deuxième chose, c'était les valeurs qu'on avait dans la communauté. C'est-à-dire que nous, quand on expliquait ce qu'on faisait, on disait ça va de l'entraide du quotidien jusqu'à l'aide des plus démunis et la vraie solidarité. Et quand on donnait des exemples, les gens, ils y croyaient pas, quoi. Et le troisième point, c'est quand on leur disait qu'on n'était pas payé pour ça et qu'on n'avait pas de business model et que on réfléchissait dessus, ils hallucinaient encore plus. Et donc, on se disait, il nous manque cette troisième brique, mais on va dire on a déjà quelque chose de solide. Donc, pendant cette année, on a raté tout ce qu'on a entrepris, sauf le développement de la communauté et sauf on va dire la gestion de cette dernière et le fait que les valeurs y soient encore. Et en fait, à la fin de cette première année, ça a été assez compliqué parce que, en fait, pendant les 6 premiers mois, moi, j'ai eu une problématique de statut. C'est-à-dire, pendant très longtemps, j'ai continué à dire que j'étais avocat. J'avais beaucoup de mal à dire que j'étais chômeur et tout ça. Des gens qui étaient autour de nous aussi assez proches avaient un regard assez dur sur le fait que j'ai lâché mon travail, notamment des amis très proches qui me disaient « mais
qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Mais vous gagnerez jamais d'argent. Et enfin, voilà, qui n'avaient pas du tout. Enfin, je pense qu'il y avait des gens qui avaient raison. Enfin, sûrement qu'il y avait des gens qui avaient raison, j'en sais rien. Et en fait, il faut aussi avoir. Quand on fait ce genre de choses et qu'on parle, des fois, c'est pas mal de parler à des gens qui ont aussi pris des risques, qui ont une vision de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, quand vous vous retrouvez avec des gens qui sont médecins, ce genre de choses, c'est des gens qui ont fait des longues études dans un cursus très bien calé. Et donc, du coup, généralement, une fois qu'ils y sont, c'est vrai que le fait de bloquer, enfin de complètement casser les codes et de changer complètement d'univers, certaines personnes sont un peu moins familières avec ça. Moi, j'avais des amis autour de moi, voilà, qui ne comprenaient pas du tout ce choix de vie, ce choix de carrière. Donc ça, c'était assez dur à entendre pendant les 6 premiers mois. Et au bout d'un moment, tu arrives un peu à inverser la tendance, c'est-à-dire que quand tu expliques pourquoi tu le fais, tout ça, il commence à changer. Et les 6 derniers mois de la première année, on venait de commencer à subir nos premiers échecs. Et donc là, pile au moment où je commençais à basculer en me disant, OK, c'est bon, là, j'assume, ça fait 6 mois que je suis dans le truc et tout, et ben là, sont venus les premiers échecs, sont venus les premiers projets avortés, les premières engueulades avec Luc et Jérémy. Et donc là, du coup, c'était aussi compliqué parce que je me disais, tiens, il y a, je sais pas, pendant l'espace de 2-3 semaines, j'ai assumé mon choix et après, j'ai directement basculé dans on va pas y arriver. En fait, au début, c'était personne ne comprend pourquoi on le fait et après, c'était on va pas y arriver. Et donc, sur le on va pas y arriver, sachant que quand tu te dis ça, tu te lèves quand même le matin et que t'as pas de, je veux dire, t'as pas de référent, t'as pas de boss, t'as personne qui te dit qu'il faut bosser. Et toi, tu te lèves le matin avec l'échec de la veille en te disant bon, on va pas y arriver, et tu te remets devant ton ordinateur. Et en fait, il y a des journées où tu n'as pas de solution et où pendant toute la journée, tu es là, tu te dis mais ça sert à quoi? Enfin, ça marche pas. Donc ça, c'était très dur. Est-ce que, Et oui, est-ce que tu as été démotivé pendant longtemps ou ça a duré que peu de temps avant que tu te dises, OK, il faut quand même avancer une fois que alors, ces questions? ouais, en fait, il y a un côté, c'est que alors, moi, j'avais une capacité de travail qui était très développée de par mon précédent métier. Donc, j'étais capable de travailler beaucoup. Et je pense que je me suis réfugié dans le travail pendant cette période. Et donc, même quand on n'avait pas de solution, je travaillais. Quand je dis travailler, ça pouvait être lire des articles, regarder d'autres entreprises, d'autres aventures entrepreneuriales. Euh, Vraiment, je prenais de l'inspiration de tout. Des fois, je planchais sur des idées pendant 4-5 heures avant de les soumettre aux autres. Enfin, voilà, c'était vraiment j'avais l'impression de faire un TP de chimie. Je testais des choses. Enfin, voilà. Et en fait, j'étais pas vraiment. C'est-à-dire que j'étais démotivé. Je me disais, on n'y arrivera pas, mais j'avais de l'énergie. Et donc, j'avais toujours une voix au fond de moi qui me disait, non, mais ça va marcher. Et il y avait un truc qui était très important, c'est qu'on était 3. Et donc, souvent, quand on était 3, il y en avait un qui était très bas, un qui était au milieu et un qui était très haut. Et ça s'inversait, ça s'ajustait. Et donc ça, je pense que ça a été notre force. C'est que quand moi, j'y croyais plus, il y en avait un autre qui y croyait. Et quand moi, j'y croyais, je remontais le moral à celui qui y croyait plus. Et donc ça, c'est vrai que pour le coup, on dit souvent qu'il ne faut pas faire d'aventure entrepreneuriale avec ses amis. Moi, je pense que si on n'avait pas été amis de longue date, je ne sais pas si on serait encore là. Parce qu'on connaissait déjà nos caractères, même si on apprend toujours les uns sur les autres. Mais je pense que le fait de se connaître a été très important. Et malgré tout cela, on arrive à un moment, donc ça faisait 1 an que moi j'étais au chômage. On arrive à la période des fêtes, et la période des fêtes est quelque chose d'assez compliqué, parce que moi, 1 an avant, j'avais annoncé à ma mère que du coup, j'arrêtais mon travail, que je redescendais à Bordeaux. Je lui avais annoncé un peu de manière choc, je lui avais pas du tout parlé de tout le processus de décision. Et donc, la date anniversaire de cette annonce, c'était la période où on n'avait aucun projet, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Et en fait, ma mère me demandait des nouvelles, je la voyais pendant les fêtes, et on n'avait rien. Et moi, à ce moment-là, j'ai réfléchi à peut-être arrêter, parce que je me suis dit, là, si je redémarre mon activité d'avocat, même si ça ne me passionne pas, vu l'expérience que j'ai, je vais tout de suite retrouver un cabinet qui va très bien me payer. Et quand je vais aller à l'entretien, en fait, OK, j'ai tenté un projet entrepreneurial, ça n'a pas marché. Par contre, nous, ce qu'on avait pour nous, c'est qu'on avait des actions sociales qui commençaient à bien marcher, on aidait les gens. Et donc, je pouvais tout à fait expliquer, et c'était vrai, que en fait, j'ai été chercher une quête de sens et que j'avais fait un projet associatif et que je revenais. Et donc, je trouvais ça cohérent, en fait, pour aller chercher du travail.
Et donc, moi, il y a eu un moment charnière et en fait, on est 3. Donc, Luc se posait aussi la question d'arrêter à ce moment-là, puisque Luc et moi, on avait beaucoup travaillé ensemble et on ne pouvait plus trop se voir. C'est-à-dire qu'on avait du mal à travailler ensemble, on avait du mal à se voir. Et Jérémy, lui, était un peu épargné parce que Jérémy, il avait gardé son activité professionnelle. Il était social media manager. Et donc, il travaillait avec nous, il accordait beaucoup de temps sur le projet, mais il était moins avec nous. Donc, lui, il avait toujours une position un peu médiane. Et donc, en fait, quand moi, je l'ai appelé en lui disant bah, écoute, moi, je veux bien qu'on se revoie une dernière fois, qu'on remette un peu sur la table peut-être des idées qu'on n'a pas trop poussées. Mais je lui dis, si on ne trouve pas quelque chose, moi, je pense que je vais arrêter. Et donc, je pense que Jérémy, lui, qui était un peu moins impliqué, qui, je pense, avait un peu moins vécu les échecs, et il y avait surtout eu moins de frottement entre lui et nous, parce que quand tu vis des échecs à plusieurs aussi, c'est très compliqué. Lui, il a vachement poussé pour qu'on se voit. Il a vachement poussé et lui, s'était donné comme mission que Luc et moi, on arrive à trouver un terrain d'entente et qu'au moins on reteste pendant 6 mois. Et puis après, il m'avait dit, voilà, si pendant 6 mois ça ne marche pas, OK, tout le monde reprend sa liberté. Et en fait, c'est juste avant cette réunion, moi, j'ai eu une idée, je ne sais même plus comment je l'ai eue. En fait, moi, généralement, j'ai des idées et c'est les autres du groupe, notamment Jérémy, qui les formalisent et qui arrivent à les mettre en cohérence avec la globalité du projet. Et moi, en gros, je m'étais dit, on a des groupes Facebook, les gens, ils ont envie de se retrouver, ils ont envie de se voir, ils ont envie de faire des actions sociales. Et bêtement, comme ça, j'avais dit, de toute façon, je risquais plus d'être ridicule. On avait essayé de faire des t-shirts, donc on ne pouvait pas tomber plus bas. Et bêtement, j'ai dit, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un café-restaurant Wanted. Je dis parce que tout ce que les gens ils ont envie de faire sur la communauté, c'est de se rencontrer, c'est de rigoler, c'est de passer du temps ensemble et de s'entraider. Et j'ai dit, bah, on peut faire un café-restaurant qui est solidaire. Et Jérémy, au début, tu es ah ouais, putain, café-restaurant, ça veut dire investir de l'argent, on n'a jamais fait. Je pense qu'au début, il était moyen chaud, on va dire, sur la réalisation technique. Par contre, sur la philosophie, il trouvait ça génial parce que lui, tout de suite, il a théorisé et il a dit OK, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on anime des espaces qui permettent à des gens de se rencontrer et que dans ces espaces où les gens se rencontrent, il y a des initiatives sociales. Et il a dit très vite, on va passer du virtuel au réel. Et donc, on va donner un cadre à cette communauté dans le monde réel. Et lui, il a dit très vite, ça peut être très fort si les gens de la communauté s'approprient le lieu et qu'on arrive à avoir un impact dans la vie des habitants du quartier dans lequel on va s'installer, voire même de la ville. Lui, très vite, il a théorisé ça, en fait. Alors que moi, c'était plus de l'instinct. Je me disais, c'est ça qu'on doit faire et tout ça. Donc, c'est là où, encore une fois, je pense que quand on est plusieurs, on est fort. Et la chance qu'on avait, un des enseignements qu'on avait tiré dans tous les projets échoués qu'on avait fait, c'est qu'à chaque fois qu'on partait sur une idée, on n'avait pas de compétences pour le faire. Les t-shirts, aucun de nous avait bossé dans la mode, personne n'était designer et personne n'avait fait de vente en ligne. On avait aussi eu des projets vaguement liés à l'activité bancaire ou à des applications. Personne de nous était ingénieur, personne n'était connecté. Bref. Là, notre force, c'est que Luc, le troisième, il avait été directeur de café pendant 10 ans. Et donc là, on s'était dit, OK, en fait, on va utiliser nos forces et on va utiliser quelque chose que quelqu'un sait faire dans l'équipe. Et en plus, on trouvait que ça faisait sens avec le projet. Et donc, on est parti sur ce truc-là. On est arrivé en rendez-vous. Luc a trouvé l'idée géniale. En plus, lui aussi voulait arrêter à la base. Et si on décidait là qu'on arrêtait, comme il avait été directeur de café pendant 10 ans, lui, il voulait ouvrir son propre restaurant. Donc, en fait, son intérêt matchait avec l'intérêt du projet. Donc, il a été ravi d'entendre ça. Et lui, Jérémy, se disait, bon, ben, c'est bon, j'ai réussi à rabibocher les deux. On a quelque chose qui est cohérent avec la globalité du projet et nos valeurs. Et potentiellement, on a quelque chose qui peut être rémunérateur, puisque à partir du moment où on va ouvrir le lieu, bah, les gens ils vont venir consommer et donc on va gagner de l'argent. Et donc, c'était peut-être pas le projet de start-up de l'année. En fait, nous, on s'en foutait parce que nous, on voulait créer un projet qui avait du sens, continuer à gérer nos communautés, continuer à générer de l'entraide, rester ensemble et faire un métier qui nous plaise. Et donc, ça, on trouvait tous que on trouvait ça sympa. Et donc, bah, là, en gros, ce qui s'est passé, c'est allé super vite. On a fait les fonds de tiroir. Moi, j'ai emprunté une partie à mes parents. On a mis nos allocations chômage qui nous restaient dedans.
Bref, on arrive à réunir 40 000 euros et on va voir une banque en disant est-ce que vous nous prêtez tout ça. Donc, au début, la banque pas très intéressée. On trouve un lieu qui coûte 0 euros parce qu'au début, tout coûtait très cher. Et on a la chance de tomber sur une boucherie où le monsieur part à la retraite. Il ne veut pas revendre son fonds de commerce, il veut juste le louer. Donc, on a énormément de chance. Et du coup, ça nous coûte 0 euros. Il y a juste les travaux à faire. Donc, on fait estimer les travaux. Ça coûte à peu près 130 000 euros, quelque chose comme ça. Et donc là, on se rend compte que pour pas grand-chose, notre rêve, il est à portée de main et que c'est peut-être pas très loin de nos capacités financières. Donc là, on refait le tour des banques. On leur demande l'argent et on arrive à avoir, je crois, 170 000 euros au total. Donc, suffisamment pour faire les travaux, suffisamment pour ouvrir et tout ça. Et en parallèle, pendant cette période, on bosse sur notre concept parce qu'on se dit, on ne va pas être un café-restaurant traditionnel, il faut que ça soit à l'image de notre communauté. Et pour que ça soit à l'image de notre communauté, on se dit qu'il faut que ce café-là soit solidaire et qu'il se passe des choses. Donc, on se dit très vite, 2% de notre chiffre d'affaires, 2% de notre chiffre d'affaires sera reversé tous les mois à une association. C'est très important, ce n'est pas bénéfice, c'est chiffre d'affaires. Parce que nous, on voulait que, même si le café ne marche pas, on voulait être obligé de donner à une association. En plus, les bénéfices, en gros, on ne va pas se mentir. Généralement, les entreprises qui disent qu'elles redonnent un pourcentage du bénéfice à des œuvres, c'est elles-mêmes qui déterminent le bénéfice. Parce que nous, en gros, si on avait un restaurant et que moi, je disais que ma rémunération, c'était 10 000 euros par mois, forcément, ça vient manger sur la partie des bénéfices. Donc, on avait très envie que ça soit complètement transparent et qu'en fait, on a un chiffre d'affaires et à la fin de l'année, ben, voilà, il y a 2% de ce chiffre d'affaires qui a été reversé à 12 associations différentes. Ça, c'était important pour nous, mais on s'est dit, OK, ça, c'est bien, mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est que tout le monde puisse venir dans ce lieu. Et on s'est dit, il faut qu'on lève les barrières qui empêchent les gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat et qui sont isolés socialement de pouvoir venir profiter de ce lieu. Donc, on s'est dit, il faut qu'on invente un système où les repas sont prépayés à l'avance pour certaines personnes. Et donc, nous, notre café, c'est un café, mais on pourrait même qualifier ça de café de bobo. C'est-à-dire qu'il y a une décoration industrielle, il y a du tatoué à moustache qui va, enfin voilà, des gens qui nous ressemblent, tout ça. C'était des Il y a codes du voulus? C'était des codes qui étaient voulus pour le café? Oui, en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était, on voulait que notre café soit solidaire, mais en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que on a fait des petites missions, c'est-à-dire qu'on a été dans des associations, on a distribué des repas dans certaines associations, on a été au 115, on a participé à des distributions de repas. Et nous, enfin, c'est génial. Tout ce que font ces associations, c'est génial. On a fait des maraudes, c'était génial et tout. Mais nous, on s'est dit, en fait, nous, on voulait amener une nouvelle expérience et on voulait dire, mais on ne veut pas que les gens qui sont en difficulté ne soient tout le temps que entre personnes de difficulté et que l'aide qu'ils reçoivent, ça soit juste de l'assistanat. Et on ne voulait pas, nous, se positionner en on vous aide parce que vous n'allez pas bien. Et surtout, on ne voulait pas intervenir dans un lieu où il n'y avait que des gens qui potentiellement avaient des problèmes. Et nous, ce qu'on voulait, c'était limite un peu égoïste. C'est-à-dire que moi, je me disais, ce lieu, il va nous appartenir, on va y travailler. Mais moi, je n'avais pas envie d'aller travailler dans un lieu avec de mauvaises vibes. Et donc, je me disais, mais en fait, la chose pour que je sois le plus heureux, c'est que moi-même, j'ai envie d'aller dans ce lieu. Et donc, ça veut dire que je sois capable de ramener mes potes, qu'on soit capable de faire la fête, qu'on soit capable de bien manger. Bref, tout ça. Et donc, on a volontairement créé un endroit dans lequel nous, on avait envie d'aller, avec beaucoup de végétalisation, un gros système son, un endroit pour accueillir un DJ. Vraiment, tu vois, l'endroit que nous, on aimait. Et on s'est dit, par contre, ce qu'on va faire, et on trouvait ça très fort en termes de message, c'est normalement les gens qui sont en situation de précarité, les réfugiés, les étudiants précaires, les familles pauvres, les travailleurs pauvres, les personnes à la rue, ils peuvent jamais venir dans ce lieu parce que potentiellement, ils n'ont pas 1,20 € pour se payer un café. Quand c'est une famille, ils n'ont pas 30 € pour faire manger toute la famille au restaurant. Et nous, on s'est dit, ben, c'est là où on va être fort, c'est là où on va être différenciant, qu'on va trouver un moyen pour que ces gens viennent. Et donc, en fait, on a inventé un système, enfin, on n'a pas tout inventé, mais on a fait le système des cafés suspendus où les clients ils payent 1 € de plus sur leur note et une personne dans le besoin peut venir consommer un café. Ben, nous, ça, on l'a étendu au plat. C'est-à-dire que chez nous, quelqu'un qui paye 5 €, ça permet à quelqu'un qui est dans le besoin de venir manger gratuitement. On a fait un système où on a une carte de fidélité. Donc, au bout d'un certain nombre de repas,
Donc, en ce moment, c'était 9, mais on va passer à 5 repas. En gros, quand tu viens manger 5 fois chez nous, au lieu que le 6e repas te soit offert, il est offert à une personne dans le besoin. Donc, la première solution, c'est le client qui participe. Cette solution-là, c'est le café qui participe et qui paye. Et la troisième solution, c'est qu'il y a des entreprises qui nous achètent des repas en avance pour que, justement, on puisse inclure les gens. Donc, on a trouvé ce système et donc ça fait que nous, tous les jours, au café, il y a 10 personnes qui mangent, 5 le midi, 5 le soir, gratuitement. Elles mangent la même chose, les mêmes repas, les mêmes menus que les gens qui payent et elles ne sont pas stigmatisées. C'est-à-dire qu'elles mangent au milieu des clients pendant les horaires de service. Et nous, le but, c'est qu'elles créent du lien avec nos clients et qu'elles créent du lien avec nos collaborateurs. Et on a rajouté un dernier truc, c'est que, enfin, on a fait plein de choses, mais on va dire les 3 choses marquantes, c'est que nous, le resto, il était fermé tous les dimanches soirs. On trouvait ça dommage que ce resto ne génère pas de valeur. Et du coup, on s'est dit, tous les dimanches, on va ouvrir et ça va être complètement gratuit pour tous ceux qui viennent. Et donc, en fait, on réussit à récupérer des invendus ou alors il y a des entreprises qui payent. Et derrière, tout le monde cuisine de manière bénévole et tout le monde mange ensemble. Et donc, c'est notre record, c'est on a accueilli 140 personnes, mais sinon, on tourne aux alentours de 60, 70 personnes. Et donc, tu as à peu près, enfin voilà, c'est mixé, mais disons que si je devais répartir un peu, tu as souvent 50, 60 personnes en situation de grande précarité et 10, 15 personnes du quartier qui viennent donner un coup de main, qui viennent participer à la préparation des repas. Et donc, on a créé ce lieu. Ça a cartonné, ça a trop bien marché. Il est imparfait pour plein de raisons parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, il y a certaines choses qu'on n'a pas pu faire comme on voulait. Mais ça a super bien marché. Les gens étaient vachement heureux de voir un nouveau style de café, de voir que, enfin, c'est McDo, ils disent vous venez comme vous êtes. En fait, nous, ça, on pourrait le dire, quoi. Parce que, en fait, nous, tu viens, quelle que soit ta classe sociale et quels que soient tes moyens financiers. À partir du moment où tu as envie de te sociabiliser, c'est la première chose. Et donc, voilà. Et donc, on a réussi ce pari. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est là où on a eu, je pense, beaucoup de chance et où la résilience fait que des fois, il se passe de belles choses et qu'on n'est pas forcément préparé. Le mois où on ouvre le café, en fait, le mois où, en gros, où on trouve le café, où on le prépare et on fait les travaux, Facebook nous appelle et nous dit qu'ils vont faire un programme où ils ont identifié les communautés qui font de belles choses sur leur plateforme. Nous, à l'époque, on devait avoir 800 000 ou 900 000 personnes sur la communauté et on était en train de chercher et d'ouvrir le café. Sauf que financièrement, on était à une période où on n'avait vraiment plus d'argent, c'était nos dernières économies. Et ils nous invitent à Londres. Et à Londres, en fait, on apprend qu'ils font un espèce de concours mondial où il y a 10 millions de dollars à gagner, à se partager entre tous les leaders de communauté. Et en fait, lors de ce voyage, on triche un peu, on ment un peu, on dit qu'on a déjà le café. En gros, on dit qu'on l'a déjà trouvé. Pas qu'il est ouvert, mais qu'on l'a déjà trouvé. Et on leur dit qu'on va ouvrir dans l'année. Et quand on leur dit ça, on voit que chez eux, le côté… Donc déjà, on avait une des plus grosses communautés au monde. Et on voit dans leur regard, parce qu'en fait, on a parlé à Chris Cox, qui à l'époque était dans le top 5 de Facebook, qui était qui était un des actionnaires historiques. Et on voit dans son regard qu'un projet qui passe de Facebook à la vie réelle dans un lieu, c'était vraiment quelque chose qu'ils recherchaient. On a même appris par la suite qu'ils avaient dans les cartons des espèces de projets de café Facebook, ce genre de choses. Et donc en fait, sans faire exprès, on a tapé pile au bon endroit, un peu par chance. Et après, derrière, toutes les valeurs qu'on avait, c'est-à-dire aller aider les autres, réussir à mobiliser la communauté pour aider des personnes qui étaient en situation d'isolement, de grande précarité, c'était quelque chose qui leur plaisait beaucoup. Parce que, en fait, eux, ils voulaient montrer le bon côté des réseaux sociaux. Et donc, lors de ce voyage, on comprend en fait qu'on a nos chances pour ce concours. Et donc, du coup, on travaille, on bosse, on ouvre le café, on les tient au courant. Et on ouvre le café en septembre 2018. Et en septembre 2018, Facebook annonce qu'on a gagné le concours pour l'Europe. Et donc, nous dit qu'on rentre dans un programme avec eux et qu'en plus de rentrer dans ce programme, ils nous donnent 1 million de dollars pour qu'on continue à développer notre projet dans d'autres villes en France. Et donc là, du coup, notre vie, elle a changé. Ça a été, les 6 mois d'après ont été très compliqués parce qu'on avait été choisi par un GAFA, on n'était pas spécialement préparé. Nous, on ouvrait un petit café de 80 mètres carrés dans la ville de Bordeaux. Et les médias sont très vite arrivés. On a fait l'ouverture du café avec TF1, ce genre de choses. Et voilà, du coup, c'était une nouvelle aventure. Et la nouvelle aventure qui était de est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose, celle-là, on venait de la réussir. Et maintenant, on passait dans l'aventure de
est-ce qu'on va réussir à pérenniser ce qu'on a fait tout en respectant nos valeurs et en essayant d'avoir l'impact le plus grand possible. Et donc là, on travaille toujours là-dessus. Voilà, on travaille ardemment. Là, on prépare l'ouverture du café à Paris, puisque à Paris, on a une communauté de 500 000 personnes. Donc là, on est en train de… C'est pas la bonne période, on va dire, avec le Covid, mais on prépare l'ouverture du café à Paris. On a permis aux gens de notre communauté d'investir. Donc en ce moment, il y a plus de 300 personnes qui ont investi de notre communauté dans le café. Donc voilà, on crée vraiment un projet collectif à tous les niveaux et inclusif à tous les niveaux. Et donc, nous, on essaie de faire en sorte que le maximum de gens de notre communauté puissent partager notre aventure et puissent vivre ça avec nous. Puis voilà, et puis on essaye de faire changer les mentalités des marques, on essaie de leur expliquer ce qu'on fait, de solliciter leur soutien sur certains événements, comme des maraudes, des préparations de repas, voilà. Et donc, c'est extrêmement excitant. Tous les jours, je fais des choses que j'ai jamais fait dans ma vie. Je fais beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas encore si dans 3 ans, Wanted existera encore. Je le souhaite, je l'espère et on travaille beaucoup pour ça. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est ce processus, quoi. Oui. Et donc, du coup, du moment où tu as démissionné à maintenant, il s'est passé combien de temps à peu près pour qu'on ait l'idée de la période que ça t'a pris pour être à cet équilibre? Ah là là, j'ai un doute. Je crois que je pense que j'ai démissionné en janvier 2017. Janvier 2017, je dirais. Donc l'année 2017 est toute l'année où on fait des choses qui sont nulles. Oui. Janvier 2018, c'est l'année où on part sur l'idée du café. Et voilà. Et en fait, janvier 2019, on commence le programme avec Facebook qui durait 1 an et demi. Tu vois, et ça nous amène quasiment à fin 2020 et là, on est début 2021. En tout cas, bravo pour ton parcours. Ça nous aura appris plein de choses. Ça nous aura appris la résilience dans les moments qui sont compliqués en période de transition, de toujours continuer. Au moins, tu as dit en toute transparence les périodes de doute que tu as eues, même au point d'imaginer repartir dans le salariat. Donc, ça, merci aussi pour ça parce que de toute façon, on va tous passer par là. Moi aussi, je suis en processus de transition. Donc, je sais que c'est les mêmes réflexions, les mêmes doutes ou les mêmes peurs qu'on peut avoir. Surtout d'ailleurs quand on quitte des métiers qui étaient à un statut social plutôt élevé. Donc, merci pour ta transparence. Et tu nous auras aussi appris qu'il faut savoir s'entourer parce que au début, le regard des autres et même des proches, même si ce n'est pas méchant, peut faire en sorte qu'on ait davantage de doutes, qu'on se demande si c'est vraiment la bonne chose qu'on a faite. Donc, c'est bien que tu aies eu tes amis ou autour de toi des personnes qui avaient aussi fait ce cheminement de faire une transition. Et ça nous montre à quel point, effectivement, c'est important d'avoir des personnes positives, des personnes qui sont inspirantes et qui ont fait le même type de parcours et de cheminement. Donc, merci pour toute ton histoire. Elle est très, très inspirante et j'espère que toutes les personnes qui sont dans la réflexion ou qui sont même ne serait-ce qu'au début d'une transition se retrouveront en toi, trouveront de l'inspiration et ne lâcheront rien pour enfin atteindre leurs objectifs et faire avoir la vie qu'ils ont toujours voulu avoir. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Et je te dis à bientôt au Café de Paris, peut-être, au Café Wanted à Paris. Avec grand plaisir. Merci Ariane pour l'invitation. De rien. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends, vous a présenté À quoi le pont vers ta nouvelle vie pro, le podcast. Une production autour des informations pratiques et des outils pour assurer une bonne transition professionnelle, présentée par Ariane. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée.